La ville de Rome en Italie est au cœur de l'histoire et ce depuis la Rome antique, en ayant dominé le bassin méditerranéen et l'Europe entière, soit tout le monde connu au début de notre ère. Durant plusieurs siècles, les différents pouvoirs et les différents modes de vie y ont érigé de nombreux monuments qui ont survécu à travers les âges et qui sont devenus les témoins précieux de ce passé. Rome est aujourd'hui un véritable musée à ciel ouvert car c'est une ville qui a préservé son patrimoine architectural et historique et qui a su même parfois le mettre en scène. On peut donc y remonter le temps. À l'époque, le Forum est la place principale de la Rome antique, l'endroit où les citoyens se réunissent pour traiter d'affaires politiques, économiques ou religieuses. C'est un lieu de rencontre qui facilite la vie sociale. Le Forum était à l'origine un terrain marécageux et inhospitalier qui servait de nécropole pour les villages des collines environnantes. C'est vers 600 avant Jésus-Christ que le terrain est drainé et pavé de terre battue pour devenir le centre de la vie citadine. Au cours des siècles, les constructions envahissent la place, certaines sur les ruines des plus anciennes. Le temple de Saturne est l'un des plus anciens de Rome. Durant le culte des Saturnales, chaque année au mois de décembre, se déroulent des fêtes où les esclaves sont libres et exceptionnellement exemptés du devoir de servir. Le temple de Vespasien, lui aussi, n'a gardé que 3 de ses colonnes corinthiennes hautes de 15 mètres et qui laissent imaginer la majesté de l'édifice. Devant lui, l'arc de Septime Sévère, érigé en 203 après Jésus-Christ. Il glorifie les victoires militaires de l'empereur sur les Parthes, l'ancien peuple d'Iran et d'Irak. Le temple de Castor et Pollux est lui un temple de type grec dont la construction coïncide avec la naissance de la République romaine au 5e siècle avant Jésus-Christ. Selon la légende, les 2 héros seraient venus aider les troupes romaines sous la forme de cavaliers intrépides et le temple originel aurait été construit à l'emplacement où ils firent boire leurs chevaux et annoncèrent la victoire au peuple romain. La basilique Julia est une basilique civile qui a été construite au 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle abrite des boutiques et des bureaux du gouvernement. Sous ces arcades, on pratique également des activités bancaires et des tribunaux jugent les affaires de succession. La voie sacrée est la voie qui traversait le Forum romain d'est en ouest. Elle est tracée comme un decumanus, l'un des 2 axes traditionnels de toute cité romaine. La Via Sacra voyait le défilé des généraux vainqueurs et de leurs soldats lors de la célébration de leur triomphe au retour des conquêtes. Le temple d'Antonin et Faustine est situé sur le côté nord de la Via Sacra, à l'entrée du Forum romain. Il a été construit par l'empereur Antonin le Pieux en l'honneur de son épouse déifiée, l'impératrice Faustine décédée en 141. Le temple s'élève sur un grand podium constitué de blocs de tuf et les colonnes corinthiennes sont en marbre. L'arc de Titus fut érigé par l'empereur Domitien pour commémorer également la prise de Jérusalem par son frère en 70 après Jésus-Christ. C'est donc l'empereur Jules César le premier qui s'est affranchi du Forum romain
pour se faire construire son propre forum impérial. À l'origine, la nouvelle place est conçue afin d'agrandir l'ancienne et permettre ainsi d'y transférer une partie des activités qui s'y déroulent. Mais très vite, le nouveau forum devient un monument distinct dont César se sert à des fins idéologiques. Il forme un grand rectangle allongé de 160 mètres de long, fermé à son extrémité par le temple de Vénus, dont César revendique la lignée afin de se hisser au même rang que la noblesse romaine. À l'aube de notre ère et suivant l'exemple donné par Jules César, l'empereur Auguste fait bâtir son propre forum pour y dédier un temple à Mars, le dieu de la guerre. Mars devient alors le défenseur de la puissance romaine, et le forum une place légitimant la politique d'Auguste en rappelant ses victoires militaires. Le forum de Trajan est le dernier des forums impériaux à avoir été construit à Rome. Il comprend la fameuse colonne, célèbre pour le bas-relief qui s'enroule en spirale autour de son fût. Construite de 107 à 113 à des fins de propagande, elle commémore les victoires de l'empereur Trajan sur les Daces, un peuple de l'actuelle Roumanie. Le récit inscrit relate le déroulement des deux guerres daciques. Il débute par la traversée du Danube durant le printemps 101 et se termine par la déportation de la population locale. La colonne fait partie intégrante du forum de Trajan. À la suite de son triomphe sur les Daces, l'empereur décide de faire construire un forum qui, par sa grandeur et la richesse de sa décoration, devra surpasser tous les autres. Il utilise à cette fin une partie du butin estimé à 163 tonnes d'or et le double d'argent qu'il a rassemblé à l'issue de la guerre. Long de 300 mètres, le complexe est entièrement recouvert de marbre et orné de sculptures. Il comprend une basilique, deux bibliothèques, l'une grecque et l'autre latine, et une cour à colonnade en guise de place centrale. Mais avant de bâtir cet ensemble monumental, il a fallu dégager une large zone, et pour éviter les éboulements possibles causés par les travaux qui ont modifié les pentes des collines, une structure en hémicycle et en gradin, connue sous le nom de marché de Trajan, est construite pour servir de soutènement. Le Panthéon, lui, est un édifice religieux bâti sur l'ordre d'Agrippa au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le nom du Panthéon signifie « de tous les dieux », car à l'origine c'était un temple dédié à toutes les divinités de la religion antique, puis il fut converti en église chrétienne au 7e siècle. Après presque 2 millénaires, cette construction remarquable ne présente pas de signe de faiblesse de sa structure, en dépit des mouvements telluriques répétés. Hormis la robustesse, l'esthétique ne fut pas en reste, comme le montrent les effets géométriques, le choix des matériaux et le travail sur l'éclairage intérieur. Sur l'un des murs, l'autel chrétien dédié à la Vierge Marie et aux martyrs rappelle la transformation du lieu en 609. Le bâtiment supporte la plus grande coupole de toute l'Antiquité. Avec 43 mètres de diamètre, elle reste la plus grande du monde, construite en béton non armé. Plus tard, cet édifice a eu une énorme influence sur les architectures européennes et américaines. En effet, de nombreuses salles publiques, universités et bibliothèques ont repris sa composition. La Piazza Colonna doit son nom à la colonne de Marc Aurèle qui est située à cet endroit depuis l'Antiquité. La colonne mesure 29 mètres 617, soit très exactement 100 pieds romains. Elle a été construite par le Sénat romain au IIe siècle pour honorer les victoires de Marc Aurèle sur les Germains au nord du Danube. À Rome, plusieurs musées ont été créés pour entreposer et exposer les très nombreuses œuvres d'art qui parsemaient les sites antiques. Parmi eux, le palais Massimo alle Terme,
est un édifice du XIXe siècle qui, après avoir été un établissement d'enseignement jésuite, a été transformé en musée à la fin du XXe. Les collections entreposées s'étendent sur 4 niveaux. L'une des attractions du musée est sans aucun doute sa collection de mosaïques. Elles ont été prélevées dans les villas somptueuses des dirigeants de l'Empire romain comme la villa Livia, qui était celle de la 3e femme de l'empereur Auguste, ou la villa Farnesina, qui était la demeure de riches banquiers friands d'art antique au XVIe siècle. Ces mosaïques étaient destinées au pavement des sols ou aux décors muraux. Elles ont été réalisées avec l'aide de la technique dite de l'opus sectilé, qui veut dire appareil découpé. Ce sont des plaquettes de marbre ou de pierre de couleur qui peuvent aussi parfois inclure du verre coloré, de la nacre ou du métal, et qui sont découpées et assemblées de façon à constituer un dessin géométrique ou figuratif. De nos jours, on appelle cette technique marqueterie de marbre ou marqueterie de pierre. La mosaïque est l'art romain par excellence, la Grèce classique n'ayant jamais su lui donner la richesse iconographique qu'elle eut sous l'Empire romain. Époque à laquelle cette technique se répandit sur tout le bassin méditerranéen. Les autres richesses des décorations de ces somptueuses villas sont les fresques qui en recouvraient presque entièrement les murs. Contrairement aux mosaïques, ces œuvres n'étaient pas le fruit de l'inventivité romaine, mais elles étaient issues et copiées sur la culture grecque. Ce n'est qu'à partir de Jules César, au 1er siècle avant Jésus-Christ, que s'est créée une véritable tradition picturale romaine. Les fresques avaient alors souvent un caractère narratif et historique, avec des scènes de guerre peintes sur des panneaux de bois que l'on exhibait lors des défilés militaires pour retracer les victoires. Puis ces peintures ont envahi les intérieurs des maisons, comme en témoignent souvent les vestiges trouvés dans les villas de Pompéi ensevelis sous les cendres. Leur caractère est alors domestique, avec des scènes de la vie courante ou des représentations de divinités. Les fresques de la Villa Livia présentent un exemple typique du style pompéien à Rome, avec l'évocation de paysages habités par leur faune et une frise jaune antique. La mosaïque du sol représente, elle, des animaux magiques. Tout comme celui de la villa de Baccano, qui appartenait aux frères de l'empereur Septime Sévère entre les 2e et 3e siècles de notre ère. Sur les murs, on retrouve des sujets ou des groupes mythologiques avec les muses des saisons ou les amours de Jupiter. Un panneau représente des conducteurs de chars aux couleurs des 4 factions du cirque, les bleus, les rouges, les verts et les blancs. D'autres fresques représentent, elles, des scènes de pêche ou une allégorie de la justice. Cette villa recelait également des mosaïques d'un autre genre, avec des morceaux beaucoup plus grands, qui montrent un courant artistique différent. À Rome, l'autre art directement inspiré de la Grèce antique est bien sûr celui de la sculpture. Longtemps présenté comme une répétition, voire une forme de déclin de la sculpture grecque antique, la sculpture romaine est aujourd'hui reconnue à sa juste valeur, même si elle présente la particularité de refléter davantage ses riches commanditaires que la personnalité des artistes.
essentiellement des esclaves et des affranchis dont on connaît peu les noms. Si la sculpture romaine s'inspire en effet le plus souvent des illustres modèles de la Grèce classique, pour autant elle n'en est pas qu'une simple copie. Elle décline les modèles en d'infinies variétés, créant ainsi des œuvres originales à partir de l'ancien. Et contrairement à ce que pensaient les premiers archéologues, les statues romaines, de même d'ailleurs que les Grecs, étaient polychromes. Les artistes utilisaient soit de la peinture, soit un mélange de matériaux afin de jouer avec les couleurs. De plus, on doit aux Romains l'invention du buste et la généralisation du portrait. Autre trésor du musée, la collection de sarcophages. Ils sont utilisés pour enterrer les morts issus des classes fortunées, car à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, cette pratique supplante progressivement celle de l'incinération. Fabriqués dans divers matériaux, le pépérin, le tuf, le marbre et le porphyre rouge, ils sont richement ornés de bas-reliefs aux thèmes variés. Les thèmes décoratifs qui reviennent fréquemment sont les guirlandes de fruits et de fleurs, et des scènes illustrant la vie publique ou privée du défunt. À l'époque romaine, les tombes devaient se trouver à l'extérieur du périmètre sacré de la cité, et elles étaient implantées le long des voies qui partaient des villes. Un des sarcophages attire l'attention. Il n'a été découvert qu'en 1931. Il devait être la tombe d'un général engagé dans les campagnes contre les barbares en Allemagne au IIe siècle, au temps de l'empereur Marc Aurèle. Quant aux statues des empereurs, elles parsemaient le pays car elles étaient destinées au culte de la personnalité. Ils n'étaient donc jamais représentés vieillissants. Dans la Rome antique, l'un des demi-dieux importés du panthéon grec est Dionysos, appelé ici Bacchus. Il était toujours suivi par une cohorte de personnages comme Pan, Silène, Eros, et par une troupe de nymphes et de satyres qui étaient des êtres mi-hommes, mi-chèvres. Dionysos n'était pas seulement le dieu du vin, mais aussi celui de la fécondité, de la végétation et du monde sauvage non civilisé. Seules les femmes participaient aux fêtes de Dionysos, qui s'appelaient les orgies, en se couvrant de peau de bouc et en se barbouillant le visage de sang ou de raisins écrasés. Si les visages, tout en ayant une certaine ressemblance, ont peu d'expression, les corps et notamment les mouvements et les attitudes ont été très bien étudiés par les sculpteurs romains. De plus, le corps ne représente absolument pas le personnage. Il ne reflète que la beauté, la grâce et l'élégance, comme le montre, entre autres, ce discobole du IIe siècle après Jésus-Christ, copiant une statue grecque du Ve siècle avant Jésus-Christ. Dans la salle trône la statue de la jeune fille d'Anzio, qui a été retrouvée dans la villa de l'empereur Néron, après qu'un mur se soit effondré suite à une tempête au XIXe siècle. La jeune fille est une prêtresse enroulée dans un beau drapé et elle avance en portant un plateau sur lequel sont posés des objets votifs comme un rameau d'olivier, un bandage et la patte d'un lion. Pour une offrande à Dionysos qui est représenté ici vêtu d'une peau de bouc. Son demi-frère Apollon, le dieu de la lumière et des arts, n'a rien à lui envier.
Dans une autre salle, la statue du premier empereur romain Auguste qui a régné autour de l'an 0. À l'époque, les statues avaient leur tête sculptée à part. Cette pratique courante permettait de sculpter en série des portraits qui étaient ensuite ajustés à un corps montrant le commanditaire dans plusieurs actions différentes. Cette statue représentant une femme blessée est une œuvre grecque ramenée en Italie au 5e siècle avant Jésus-Christ, après les conquêtes romaines. Elle représente, tout comme ses lutteurs, la filiation artistique entre les deux pays. Cette Vénus pudique termine la visite de ce musée incontournable pour qui s'intéresse à l'histoire et à l'art. Le Colisée est un immense amphithéâtre elliptique situé dans le centre de la ville. Contrairement à beaucoup d'autres amphithéâtres situés à la périphérie des cités, le Colisée fut construit au cœur de la ville antique. C'est le plus grand jamais construit dans l'Empire romain et l'une des plus grandes œuvres de l'architecture et de l'ingénierie romaine. Il est de plan elliptique et mesure 189 mètres de long pour 156 mètres de large. La hauteur de la paroi extérieure est de 48 mètres. Il a fallu plus de 100 000 mètres cubes de blocs de calcaire, montés sans mortier, mais solidarisés par 300 tonnes d'agrafes de fer pour la construire. Le côté nord du mur d'enceinte est toujours debout. Les rampes de briques à chaque extrémité ont été ajoutées au XIXe siècle pour consolider le mur. La partie survivante de la façade monumentale se compose de 3 niveaux d'arcades superposés, surmontés d'un attique de grande hauteur. Les arcades sont encadrées de demi-colonnes doriques, ioniques ou corinthiennes, et chacun des arcs, au premier et deuxième étage, était orné de statues en l'honneur des divinités et des personnages de la mythologie classique. La construction du Colisée a commencé en 70 après Jésus-Christ sous l'empereur Vespasien et s'est achevée en 80 sous l'empereur Titus. Selon une inscription trouvée sur le site, l'empereur Vespasien a ordonné que l'on édifie ce nouvel amphithéâtre sur sa propre part de butin, suite à la grande quantité de trésors saisis par les Romains à la suite de leur victoire dans la première guerre judéo-romaine de 70. À l'instar des grands stades de football actuels, il pouvait accueillir entre 50 000 et 75 000 spectateurs. Des grandes coursives permettant la circulation ont donc été prévues à cet effet. L'édifice a été utilisé pour la chasse d'animaux sauvages, les combats de gladiateurs et autres spectacles tels que des exécutions publiques, des reconstitutions de batailles célèbres et des drames basés sur la mythologie romaine. Les spectateurs étaient assis dans un arrangement hiérarchisé qui reflète la nature de la société romaine. La partie inférieure était destinée aux riches, la partie supérieure à la classe moyenne et le dernier niveau aux pauvres, aux esclaves et aux femmes. L'arène centrale est un ovale de 86 mètres de long et 54 mètres de large, entouré par un mur haut de 4 mètres et demi qui s'élève jusqu'au niveau des premiers gradins. L'énorme capacité du Colisée rendait indispensable un dispositif d'accès et d'évacuation rapide avec 80 entrées qui s'ouvraient sur l'extérieur. L'arène était composée d'un plancher de bois recouvert de sable qui recouvrait une vaste structure souterraine appelée hypogée. C'est un vaste réseau de tunnels et de cages situés sous l'arène, où gladiateurs et animaux se tenaient prêts avant le spectacle. Le Colisée, aujourd'hui en ruine en raison des tremblements de terre, reste néanmoins l'un des symboles de la Rome antique.
En ville, les thermes de Dioclétien sont les thermes les plus vastes jamais construits à Rome. Commencée en 298, la construction menée sous les empereurs Dioclétien et Maxime demanda 8 ans. Occupant près de 14 hectares, ces thermes furent de plus les plus importants et les plus luxueux dans tout le monde romain. Ils comptaient plus de 2400 vasques et le bâtiment central qui mesurait 250 mètres de longueur pouvait accueillir environ 3000 personnes. Ces ruines sont aujourd'hui recouvertes en partie par une église et par un musée. Comme toute construction semblable, les thermes comprenaient un caldarium pour utiliser la chaleur solaire, un frigidarium où l'eau était froide, un tépidarium où elle était tiède, une natatio pour se plonger dans l'eau et plusieurs gymnases pour se détendre, le tout recouvert de splendides mosaïques. Après les sacs de Rome par les Goths en 410 et par les Vandales en 455, les thermes cessèrent leurs activités et subirent le sort de tous les grands monuments romains qui ont alors vu leurs pierres utilisées durant des siècles à l'érection d'autres constructions. Si le tépidarium a été converti et recouvert par l'église Sainte-Marie des Anges, les autres pièces restantes des thermes de Dioclétien abritent de nos jours une des 4 annexes du Musée national romain. Ici, par exemple, les trouvailles mises à jour dans une tombe oubliée sur les bords du Tibre, qui appartenait à la famille des Platorini qui vivait sous le règne de l'empereur Auguste au 1er siècle avant Jésus-Christ. Les collections exposées sous les superbes voûtes des thermes sont complétées par une partie muséale plus classique. Parmi les fresques, les sculptures et les bas-reliefs exposés, plusieurs stèles retracent le culte porté à Mithra. Ce dieu perse que l'on voit ici tuer un taureau afin d'ensemencer la terre s'est vu adopté par les Romains à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et grâce à lui, les débuts d'un culte monothéiste sont nés ici à Rome, peu de temps avant celui de la religion chrétienne. Sur une maquette des lieux, on voit l'implantation de l'église sur les thermes. Au premier plan, le grand cloître a été dessiné par Michel-Ange vers 1565. Ces arcades, longues de 80 mètres, possèdent un alignement de nombreuses stèles et de sarcophages et permettent une fin de visite en plein air. Le palais Altemps est l'un des 4 établissements constituant le musée national romain. Construit vers 1480 pour un neveu du pape Sixte IV, il changea de propriétaire en 1568, acheté par le cardinal Altemps, d'où il tient son nom. C'est l'une des plus belles demeures de Rome. À l'intérieur se trouve une très élégante cour, comprenant plusieurs statues des collections accumulées par cette famille au fil des temps. Transformé en musée à la fin du XXe siècle, il est donc tout naturellement consacré à la sculpture antique. Le palais comporte un nombre important de copies romaines de statues grecques, comme cette Démétra, sœur de Zeus et déesse de l'agriculture, ou ce Pluton qui était le dieu des enfers. Zeus figure bien sûr en bonne place, tout comme les nombreux bustes de personnalités comme celui de Marc Aurèle. Ou ici, celui d'un chef barbare, qui tient compagnie au grand orateur grec Démosthène. Jules César trouve lui aussi tout naturellement sa place ici, tout comme Julia, sa tante.
À Rome, les premiers matériaux utilisés pour la sculpture sont la terre cuite et le bronze. Mais les artistes vont rapidement utiliser un matériau très facilement accessible dans la région, le tuf calcaire ou travertin, qui est la roche à l'origine, entre autres, des stalactites et des stalagmites, et qui a servi à la construction du Colisée. Puis à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, les sculpteurs romains vont commencer à utiliser des pierres venues de Grèce, principalement le marbre. À l'époque de Jules César, l'ouverture des carrières de marbre de Carrare bouleverse alors les habitudes des artistes. Et désormais, la majorité des statues et des monuments de la cité seront réalisés dans ce matériau. Aujourd'hui, la majeure partie des œuvres sculptées encore existantes sont en pierre, car la plupart des sculptures en bronze ou en métaux précieux comme l'or ou l'argent ont été refondues pour en récupérer les matériaux. Ici, un sarcophage sculpté retrace les exploits du dieu Dionysos, devenu Bacchus sous les Romains, qui a conquis l'Asie mineure et l'Inde afin de protéger la culture occidentale des invasions dites barbares. La sculpture romaine regroupe des œuvres provenant d'horizons géographiques très différents, allant de l'Atlantique à l'Asie et s'étalant sur une très longue durée, de la fondation mythique de Rome en 753 avant Jésus-Christ jusqu'au début de l'Empire byzantin au IVe siècle de notre ère. Si la sculpture romaine s'est largement inspirée des modèles de la sculpture grecque, c'est grâce aux copies romaines que l'on connaît les originaux aujourd'hui disparus, mais dont l'on retrouve les traces dans des textes anciens. Et c'est surtout la Grèce de la période classique des 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ qui eut une grande influence sur les statues romaines. Pour autant, la sculpture romaine n'est pas qu'une simple répétition. Elle décline les modèles en d'infinies variétés, créant ainsi des œuvres originales à partir de l'ancien, comme ici cette autre statue de Dionysos. La période égyptienne avec plusieurs pièces est également présente au musée. C'est donc un bien beau cours d'histoire antique qui est présenté ici au musée Altemps, grâce à cet art lithique magnifiquement maîtrisé. Avec les sculptures, nombre de peintures grecques étaient aussi arrivées en Italie. De plus, de nombreux peintres avaient quitté la Grèce décadente, la Syrie ou l'Égypte d'Alexandrie pour s'installer ici, au cœur de la Rome antique. La peinture romaine est d'ailleurs l'une des écoles picturales qui a le mieux échappé à la perte généralisée de la peinture antique. Parmi les richesses de la sculpture romaine, les bustes et les portraits sont la véritable nouveauté de cet art. Les portraits des aristocrates appuient sur les traits de l'âge et cherchent à rendre l'image d'un personnage extrêmement dur et sévère. Ces représentations sont en fait beaucoup plus proches de la caricature. Elles sont alliées avec les idéaux moraux de l'aristocratie de l'époque, ceux de la sévérité, de la responsabilité et de l'autorité, et ne cherchent pas à transmettre la moindre émotion. Une salle du musée est réservée aux chefs-d'œuvre qui appartenaient à la famille Ludovisi depuis le XVIIe siècle. Parmi les trésors, un grand sarcophage romain du IIIe siècle après Jésus-Christ représente une bataille entre Romains et barbares. Il a été acheté après sa découverte par Ludovico Lividisi, le neveu du pape. Autre chef-d'œuvre, le suicide de Galatée. Cette copie romaine en marbre, d'après un monument grec en bronze, nous montre le suicide d'un roi gaulois et de sa femme après sa défaite face aux armées du monde civilisé. Pour les Grecs,
Les Galates étaient les barbares à la peau blanche et laiteuse venus du nord. Un autre bas-relief illustre la naissance de la déesse Aphrodite au moment où elle sort de l'eau. Les voiles plissés sont travaillés avec une exceptionnelle finesse. Tout comme ceux de cet autre relief funéraire représentant un prêtre romain. En 1885, la zone de la magnifique Villa Ludovisi avait été morcelée et reconstruite suite à une réurbanisation de la ville. C'est pour cette raison qu'en 1901, l'État italien a acheté 104 sculptures de la famille afin de préserver la dispersion de cette prestigieuse collection qui était entreposée dans un petit cloître. Une des statues nous montre le dieu Pan apprenant à Daphné à jouer de la flûte. La Villa Altemps a donc servi à réunir beaucoup d'œuvres d'art éparpillées suite aux diverses fortunes qu'ont connues les grandes familles nobles italiennes au cours des siècles d'histoire. L'État a su éviter ainsi une grande partie de la fuite de ses chefs-d'œuvre hors du pays pour le plus grand bonheur des visiteurs des musées nationaux. Une autre statue d'Aphrodite sortant du bain nous rappelle qu'elle fut la déesse de l'amour chez les Grecs. Elle est ici accompagnée d'un enfant jouant avec une oie. Et un monumental portrait de Héra montre bien qu'elle était la sœur et l'épouse de Zeus. Autre magnifique chef-d'œuvre, Arès, le dieu de la guerre, représenté ici assis. À ses pieds joue Eros, le fils qu'il eut avec Aphrodite. Les héros grecs se succèdent ainsi, salle après salle. Oreste, Électre, Hermès et bien d'autres rappellent la forte dépendance de la culture romaine à celle de la Grèce antique, aux alentours du début de notre ère. Le panthéon romain s'est littéralement calqué sur la mythologie de ses voisins et prédécesseurs sur le pourtour méditerranéen. Si les noms changent, les attributs des divinités restent les mêmes. Zeus va devenir Jupiter, Arès, Mars. Héra, elle, s'appellera Junon et Aphrodite, Vénus. On pourrait presque dire que dans son art, la Rome antique a totalement plagié la culture hellénistique qui l'a précédée. À Rome, le Circus Maximus est le plus vaste et le plus ancien hippodrome de la ville. Il était principalement dédié aux courses de chars, mais il pouvait également être utilisé pour d'autres types de spectacles ou lors des processions triomphales. Il ne subsiste aujourd'hui de l'édifice qui pouvait accueillir plus de 150 000 personnes que des éléments de maçonnerie avec une petite partie des tribunes dans le coin sud-est. Construit dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, il a abrité des spectacles pendant plus de 1000 ans. Les premières structures permanentes n'apparaîtront qu'au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ, mais il faudra attendre les travaux entrepris par Jules César pour que l'édifice adopte sa forme définitive de cirque romain. Et si les courses de chars étaient très prisées, c'était sans compter sur les batailles d'éléphants ou de tigres qui faisaient la joie d'un public connaisseur. Les thermes de Caracalla, inaugurés en 216 après Jésus-Christ, étaient les plus grands et les plus luxueux réalisés à l'époque. Les ruines ont d'ailleurs conservé leur aspect colossal. Les bains ne sont pas seulement un endroit où l'on se lave, c'est aussi un centre communautaire avec des boutiques, des tavernes, des restaurants, mais aussi des salles de conférences ou de travail, et une bibliothèque séparée en 2 salles, une pour les ouvrages grecs et l'autre pour les livres latins. Ce vaste ensemble comprenait également des jardins pour la promenade, des fontaines et des bancs.
Les Romains aimaient se retrouver ici en fin d'après-midi, dans ces salles entièrement recouvertes de marbre et richement décorées de fresques, de mosaïques et de bronze. Après être passé au vestiaire, le client passait par une succession d'étapes qui avaient été élaborées par les médecins. D'abord, les exercices physiques pour échauffer le corps au gymnase, avec des jeux de balles, de la course à pied ou de l'haltérophilie. Ceux qui n'aimaient pas l'effort physique allaient directement dans le caldarium, composé de 2 parties, le bain chaud et le sudatorium, qui était une pièce à chaleur sèche destinée à activer la transpiration. On passe ensuite au tepidarium, pour y prendre un bain tiède très reposant. Il prépare l'entrée dans le frigidarium, une grande salle fraîche et voûtée avec des bains froids. À la sortie des bains, on pouvait aussi se faire masser, épiler et parfumer. Le sudatarium montait lui jusqu'à 60 degrés. Les baigneurs devaient donc y porter des sandales de bois pour ne pas se brûler les pieds. L'ensemble thermal comprenait 64 citernes de 80 000 litres chacune et il possédait son propre aqueduc pour son approvisionnement. Autre lieu incontournable de la culture antique à Rome est la galerie Borghese, située dans le parc du même nom. Cet espace de 80 hectares parsemé de monuments est planté de pins et arrosé de fontaines. La riche famille avait acquis ces terres au nord de la ville, et lorsque Camillo Borghese fut élu pape en 1605, sous le nom de Paul V, il décida d'y faire construire un palais dont l'architecture s'inspirait de la Villa Médicis. Il y fit alors entreposer toutes les œuvres qu'il avait accumulées avec l'aide de son neveu Scipione Borghese, un collectionneur passionné mais aux méthodes parfois illégales. Le grand salon qui fait office de hall d'entrée ne laisse aucune place au doute. Ici, le médiocre n'a pas sa place. Tout n'est que superlatif, le plus beau, le plus cher, le plus original. Rien n'est trop beau pour le pape, alors maître du monde et sa famille. Au sol, la mosaïque du IVe siècle avec des scènes de lutte entre gladiateurs provient du sous-sol d'une villa romaine. Parmi les œuvres exposées, des têtes de divinités grecques monumentales encadrent un satyre. Leur faisant face, Dionysos ou Bacchus, le dieu du vin et des plaisirs. Au plafond, une fresque célébrant la civilisation romaine honore les vertus héroïques. La justice, la loyauté et l'honneur triomphent grâce à l'action du temps sur les vices, comme la calomnie, la tromperie ou le mensonge. Le courage et la bravoure sont également à l'honneur. Le hall des empereurs doit son nom à la présence des 12 bustes des Césars faits de porphyre et d'albâtre. Dans ce décor fait de mosaïques de différents marbres assemblés, des statues grecques classiques sont placées dans des niches dorées. Sur les murs, c'est l'amour de Galatée pour un berger qui est raconté. Et le plafond montre la chute de Phaéton, le fils du Soleil, frappé par Jupiter parce qu'il est incapable de conduire le char solaire de son père, mettant ainsi la Terre en danger. Les pièces du musée illustrent bien l'intérêt que portait la Rome de la Renaissance à la Rome et à la Grèce antique. Comme ici, avec les épisodes de la guerre de Troie.
avec son héros aîné, le fils de Vénus. Dans une autre pièce trône un satyre restauré pour l'occasion. Au plafond, hommage est rendu à Silène, le dieu de la fertilité et l'ami de Dionysos, entouré de danseuses et rendant hommage à Bacchus. Pour marquer les murs rythmiquement, comme dans le reste du bâtiment, il y a des bustes, des statues et des fresques de l'époque romaine, représentant des satyres couverts des attributs de la vigne. Une dernière chambre présente une pièce rare, un satyre sur un dauphin. Cette œuvre a été restaurée au XVIe siècle et a influencé des artistes tels que Michel-Ange. Le long des murs entre les colonnes sont placées des statues de dieux et de déesses égyptiens, ici la prêtresse Isis. Et là, Cérès, la déesse de l'agriculture. Et Aphrodite, la déesse de l'amour, n'a bien sûr pas été oubliée. On le voit, la filiation avec l'Antiquité faisait office de loi durant cette période de la Renaissance où le musée a été construit par la famille Borghese. Sur la rive droite du Tibre se profile Castel Sant'Angelo. Ce bâtiment a été commandé par l'empereur Adrien en 125 pour être son mausolée. Il est difficile de reconstituer exactement l'aspect d'origine de la tombe ancienne, car elle a été transformée en forteresse au 5e siècle en tant que bastion avancé pour protéger Rome. Les soldats se servirent alors des statues de bronze qui le décoraient comme projectiles. Mais de cette structure d'origine romaine presque méconnaissable, survivent les structures de la base, l'ensemble de la maçonnerie et la rampe qui mène à l'étage. Au sommet, on profite d'une belle vue sur le pont de Sant'Angelo. Ce pont fut construit en 134, en même temps que le mausolée d'Adrien. Il offre un accès majestueux au mausolée impérial. Autrefois bordé de triomphes et de victoires, il a été transformé à la Renaissance en chemin de croix symbolique, orné de 10 statues d'anges portant les instruments de la Passion. Rome, la ville éternelle, ne s'est pas faite en un jour, et les 28 siècles de son histoire sont très présents dans la ville. Si les temples et les amphithéâtres romains font partie intégrante de l'urbanisme de la capitale italienne, les vestiges présents dans les musées montrent bien toute la richesse de la capitale du monde au début de notre ère. On y comprend bien sûr la filiation avec la Grèce antique et ses divinités qui ont servi de modèle, mais aussi l'émancipation de cette ville qui est entrée dans la modernité au début du premier millénaire. Après 1000 ans d'oubli, ce n'est qu'à la Renaissance que sera réhabilité ce passé antique cher à l'histoire, à la culture et à l'art.